Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à la Fondation Martin Bodmer, merci d'être venus si nombreux pour cette nocturne culturelle au contenu un peu particulier, puisqu'il va nous emmener sur les pas de La Fontaine avec deux de ces turiféraires en quelque sorte, de grands conteurs qui se sont passionnés, qui se sont intéressés pour La Fontaine, cet auteur tellement présent dans nos quotidiens, près de 300 ans après sa période d'activité, et présent aussi par l'exposition Jardin, qui va refermer ses portes le week-end prochain. Alors vous me direz, les jardins et La Fontaine, oui bien sûr, mais pourquoi? Eh bien parce que La Fontaine a été lui-même un passionné de jardin toute sa vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit La Fontaine, naissant dans la ville provinciale de Château-Thierry, avait, et on le sait par les inventaires notariés, ce qui prouve que l'histoire et la recherche d'archives a du bon, avait à l'arrière de la maison familiale un petit jardin. Et ce petit jardin l'a suffisamment marqué pour que, devenu adulte, devenu auteur, il mette de la nature dans sa poésie. Alors évidemment, la période également était tout à fait particulière. C'était celle de Le Nôtre, c'était celle des jardins de Vaux-le-Vicomte, puis de Versailles, dont La Fontaine, justement, va être un des grands chantres. La première expérience, le premier contact de sa littérature avec les jardins et les parcs, c'est justement Vaux-le-Vicomte qui va la fournir dès 1659. Il est appelé par le très puissant surintendant des finances Fouquet pour faire l'éloge de ces jardins qui n'existent pas encore, puisqu'ils sont sous forme de glands, sous forme de pousses, qui sont installés dans la terre et qui sont appelés à devenir le parc que nous connaissons aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit à l'époque. Comme les jardins de Vaud étaient tout nouveau plantés, je ne les pouvais décrire en cet état, à moins que je n'en donnasse une idée peu agréable et qui, au bout de 20 ans, aurait sans doute été peu ressemblante. Il fallait donc prévenir le temps, et cela ne pouvait se faire que par 3 moyens: l'enchantement, la prophétie et le songe. Et c'est donc en imaginant ce songe de Vaud que La Fontaine va imaginer ce jardin et ce parc en devenir et raconter comment, s'étant endormi, il est appelé à rentrer dans ses futaies, errer dans un jardin, s'égarer dans un bois, se coucher sur des fleurs, respirer leur haleine, écouter en rivant le bruit d'une fontaine ou celui d'un ruisseau roulant sur des cailloux. Tout cela, je l'avoue, a des charmes bien doux. Eh bien, ce plaisir, cette passion des jardins mise en vers, il va le poursuivre ensuite, changeant de maître 10 ans plus tard, cette fois-ci à Versailles, là encore, un grand chantier confié au plus grand des jardiniers de l'époque, le nôtre, et dans les amours de Psyché et Cupidon, en 1669, il va lancer ce cri d'amour aux jardiniers. Heureux ceux de qui l'art a ses traits inventés. On ne connaissait pas autrefois ces beautés, tout parc était verger du temps de nos ancêtres. Tout verger se sont fait parc. Le savoir de ses maîtres change en jardins royaux ceux des simples bourgeois, comme en jardin des dieux, ils changent ceux des rois. Que ce qu'ils ont planté dure 1000 ans encore, tant qu'on aura des yeux, tant qu'on chérira Flore, les nymphes des jardins loueront incessamment cet art qui les savait loger si richement. Alors, il est vrai que par la suite, la présence des jardins chez La Fontaine va être un petit peu plus heurtée. Les jardins deviennent des jardins en péril. Et c'est notamment la présence dans les fables de La Fontaine et les éditions successives, les enrichissements, que ces jardins sont également la rencontre entre le sauvage et le policé, celui de la culture. Par exemple, dans cette fable, l'écolier, le pédant et le maître d'un jardin, on voit, comme vous pouvez le voir ici, certains enfants qui sentaient son collège doublement sot et doublement fripon par le jeune âge et par le privilège qu'ont les pédants de gâter la raison, chez un voisin dérobait, se dit-on, et fleurs et fruits. Alors là, le maître d'école intervient et en bon pédagogue vient pérorer avec toute sa classe sur les lieux du crime, et cela ne fait qu'accentuer et finir le saccage. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron avec force trait de science. Son discours dura tant que la maudite engeance eut le temps de gâter en 100 lieues le jardin. Et c'est vrai que ces jardins en péril, La Fontaine va les mettre en scène, et je pense que
ses jardins royaux exaltés ou ses jardins plus bourgeois, plus ruraux, celui de son enfance. Il va les colporter, les résumer peut-être, pour montrer en fait le goût sage des simples dans la fable Le philosophe cite, où il présente son personnage, un sage, assez semblage au vieillard de Virgile, homme égalant les rois, homme approchant des dieux. Et comme ces derniers, satisfaits et tranquilles, son bonheur consistait aux beautés d'un jardin. Ce jardin, nous ne l'avons plus à la Fondation Bonne-Mère. Nous avons actuellement un superbe trou avec un bâtiment qui est en train de prendre forme, mais rassurez-vous, le printemps prochain, ils reviendront encore plus beaux que jadis. Donc nous avons décidé de les mettre dans les vitrines, et ce soir, pour les magnifier et pour rendre hommage donc à ce grand amoureux des jardins qui était La Fontaine, nous avons donc deux magnifiques conteurs, deux amoureux de La Fontaine, donc, qui sont Fiammi et Mettinarditi, avec une approche particulière de l'œuvre de La Fontaine. Fiammi a créé ces rencontres, nous en sommes à la 3e saison. Il va vous raconter en fait le projet qui a vu le jour, qui s'est matérialisé dans cette saison numéro 3 à la Fondation Bonne-Mère elle-même, dans le cœur de l'exposition, mais également dans des lieux mythiques comme les châteaux de la région genevoise, qu'il s'agisse de Coppet, de Ripaille, et puis dans le Vaux-de-Vicomte, encensé et chanté jadis par La Fontaine lui-même. Et Mettinarditi, qui vient de faire paraître son dernier roman Carnaval Noir, et vous le connaissez tous évidemment pour son activité de romancier, notamment pour ce Victoria Hall, qui remonte à 2004, si ma mémoire est bonne, mais 7 ans avant, c'est là que niche le vrai début de sa carrière d'écrivain, et sa carrière d'écrivain, elle est née justement de cet amour, mais à l'époque qui s'était teinté quand même d'un petit peu de ressentiment, avec ce livre aux éditions Zoé en 1997, Mon cher Jean, de la cigale à la fracture sociale, et qui, vous l'expliquerez sans doute, a provoqué une période de crispation vers cet auteur que vous aviez aimé, et que tout à coup, au détour d'un vers, vous découvriez, vous lisiez d'une façon différente. Voilà, deux approches de lecture, d'amour, de haine et de réconciliation définitive, avec un auteur qui, en définitive, comme vous le disiez, La Fontaine maintenant, et je dirais La Fontaine maintenant et toujours. Merci pour votre attention et bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Monsieur Mettinarditi, merci beaucoup d'avoir accepté d'être le grand témoin de ce soir. Je voudrais remercier aussi Monsieur Berchtold qui n'est pas là et l'ensemble du personnel de la Fondation Bonne-Mère pour son accueil de ce soir et son accueil d'il y a 3 mois quand nous avons fait notre tournage ici même. Je remercie aussi particulièrement Mélanie Exki pour toute son amabilité et puis sa serviabilité. Voilà. Et il y a évidemment quelqu'un que je ne dois pas oublier de remercier, c'est Jean de La Fontaine. Parce que c'est grâce à lui qu'il est là ce soir. Et ça fait 3 siècles et demi qu'il a écrit ses fables. Et ça fait 3 siècles et demi qu'il nous émerveille. Et qu'il nous fait du bien, qu'il nous apporte du bonheur. La Fontaine me donne est une source de 3 bonheurs pour moi. D'abord, le bonheur d'apprendre. Parce que à chaque fois que je lis une fable de La Fontaine, j'apprends quelque chose. J'apprends des mots que je ne connais pas, j'apprends des expressions, j'apprends des situations, j'apprends sur moi-même, en fait. Il nous questionne. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est une richesse infinie, c'est un puits sans fond. Ensuite, la deuxième richesse, avec Jean de La Fontaine, c'est la richesse de partager. Parce que lire une fable, c'est très bien. Dire une fable à haute voix, c'est encore mieux. Mais la réciter, c'est juste merveilleux. Parce que là, il se passe quelque chose qui fait qu'on se sent bien quand on récite ces fables. Je suis persuadé que les fables ont des vertus qui se libèrent quand on les récite. Je l'ai ressenti dans mon cœur et dans mon corps. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me livrer à cet exercice où on va raconter, présenter, partager des fables à des groupes de personnes différentes. Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des retraités. On essaye de s'amuser, de prendre du plaisir. Moi, je ne suis pas du tout littéraire, je suis simplement un amoureux de La Fontaine.
Et le troisième bonheur que j'ai, c'est d'écrire sur des rouleaux. Vous voyez? Ici, cette femme, ici, elle est sur un rouleau. Elle est sur un rouleau. Ça veut dire qu'écrire sur un rouleau, c'est pas comme écrire dans un carnet ou écrire sur un ordinateur. C'est l'épaule qui travaille. Et moi qui suis dessinateur à la base, j'avoue que j'ai un plaisir énorme à écrire en grand et à dérouler mes fables. Je trouve que c'est juste... Il y a un côté formidable. Et chez moi, j'ai des dizaines de rouleaux. On n'écrit plus au rouleau. Mais je suis sûr, monsieur Cimetière, la Fondation Baudemer, vous avez des rouleaux qui doivent avoir à peu près 2000 ans. Grâce à Récite-moi la Fontaine, vous en avez un du 21e siècle. Donc j'espère que vous le conserverez bien et que dans 2000 ans, vos visiteurs pourront retrouver ce rouleau du 21e siècle. Donc vous voyez, en fait, la Fontaine, c'est avant tout du bonheur. Et le bonheur, ça se partage. Et donc c'est en fait l'objectif de cette série. Donc Récite-moi la Fontaine, c'est quoi? C'est une série YouTube qui existe maintenant depuis 3 ans, un peu plus. Et la première saison avait été produite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. La deuxième saison avait été réalisée avec 6 autres musées d'histoire naturelle, 5 autres musées d'histoire naturelle de Suisse romande. On a été dans tous les cantons de Suisse romande. Et si la première saison était faite uniquement avec des enfants, la deuxième saison, j'avais envie d'élargir le public. On a eu en plus des enfants, on a eu des retraités et même des étudiants suisses-allemands. Et je peux vous dire qu'avant de faire le petit film, quand je me suis trouvé face à une classe de Suisses-allemands pour présenter une femme pas facile, qui s'appelle L'âne et le chien, qui est une femme merveilleuse, L'âne et le chien, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est juste une merveille, eh bien ça a marché. Ça marche, La Fontaine, ça marche même avec les Suisses-allemands. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Donc le but de cette série, c'est vraiment de me faire plaisir. Si je me fais plaisir, je me dis que j'ai des chances de faire plaisir aux gens. Et donc, les 2 premières saisons, j'avais pris l'angle des animaux puisqu'on était liés au musée d'histoire naturelle. Et comme je voyais que ça prenait bien, les gens étaient contents de cette série, on voit qu'elle est suivie, elle est vue dans à peu près 140 pays, déjà les premières vidéos ont déjà été vues près de 80 000 fois, et il y a déjà 18 vidéos qui sont en ligne, et je viens maintenant d'en mettre en ligne ce soir encore 4, il y en aura encore 4 qui seront mises en ligne ces prochains mois. Et donc, après avoir fait quelque chose autour des animaux, je me suis dit, il faut que je change d'angle. J'ai écumé tous les musées d'histoire naturelle de Suisse romande. Donc il faut que je trouve un autre angle. Et j'ai pensé évidemment littérature. La Fontaine, c'est de la littérature, d'abord. Et j'avais aussi envie de faire quelque chose avec la France. La Fontaine est quand même français, donc j'avais envie de dépasser les frontières. Parce que les fables de La Fontaine nous rassemblent par-delà les frontières. Les frontières nous embêtent, et La Fontaine nous rassemble. C'est pas Jean de la Frontière, c'est Jean de la Fontaine. Donc, l'idée de faire quelque chose de littéraire par-dessus les frontières, ça commençait à me chatouiller. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il y a dans la région? Eh bien, dans la région, on est gâtés. Figurez-vous qu'on a parmi les châteaux littéraires les plus merveilleux de la planète, puisqu'on a le château du plus grand philosophe français, le château de Voltaire à Ferney. On a le château de Coppet avec Madame de Staël, on a le château de Ripaille dont le seul nom fait plaisir, et on a la Fondation Martin Baudemer, qui n'est pas un château, mais qui mériterait de l'être, monsieur du cimetière. Donc, oui, le sera peut-être un jour. Voilà, exactement. Alors, ce qui est amusant, ça c'est une petite parenthèse, c'est que je me suis aperçu en faisant mes recherches un petit peu sur les différents lieux, c'est qu'il y a des liens visibles entre tous ces lieux, et un de ces liens s'appelle Necker. Parce que Necker était le bâtisseur du château de Coppet. Les descendants de Necker ont encore le château de Ripaille, et Necker, et c'est le domaine du château de la Fondation Baudemer est sur un domaine Necker. Donc vous voyez, c'est assez rigolo comme Necker, donc le ministre des Finances de Louis XVI.
Alors, voilà un petit peu le résumé ce qu'est Récite-moi La Fontaine. Et donc, je viens à la 3e saison maintenant. La 3e saison, je cherchais un titre. Après avoir trouvé les lieux, je me suis dit, c'est bien sûr, des châteaux du Grand Genève au château de Vaux-le-Vicomte. Parce que faire quelque chose sur les châteaux du Grand Genève, les 4 qu'on a cités, c'est déjà formidable. Mais je me disais, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose pour que ce soit vraiment extraordinaire. Et le petit quelque chose, Monsieur du Cimetière en a parlé, c'est le château de Vaux-le-Vicomte, qui est juste un endroit magique, comme le disait très justement La Fontaine. Les jardins du château de Vaux-le-Vicomte ont inspiré à Louis XIV les jardins du château de Versailles. Donc voilà, donc il fallait trouver ce lien, et l'angle de cette nouvelle saison était défini. On a tourné, j'ai préparé plutôt une quinzaine de fables, on en a tourné finalement 11, et on va en mettre en ligne 8. Il y en a déjà 4 qui sont en ligne ce soir, avec 3 publics différents. On a le public qui a participé au tournage ici. On a ensuite des adolescents au château de Ripaille, et on a des enfants au château de Vaux-le-Vicomte, des écoliers qui venaient de la région. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on projette maintenant le film qu'on a tourné donc au début du mois de juin, autour d'une fable qui n'est pas des plus connues, mais qui, à mon humble avis, est une des plus drôles, qui s'appelle L'huître et les plaideurs. Un jour, 2 pèlerins sur le sable rencontrent, on entend la mer qui arrive, une huître que le flot y venait d'apporter, la mer se retire. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. Qu'est-ce qui compte, celui qui l'a vu ou celui qui l'a senti en premier? Perrin ouvre l'huître et la gruge. Elles sont grosses, vos huîtres, monsieur. Mais donc, alors finalement, le juge était bon? Oui. Oui. Donc, est-ce que c'est un bon juge? Non. Bah, attendez, il faudrait savoir. Vous m'avez dit que c'était un bon juge. Alors, la fable qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va la découvrir. Attention. Hop là. L'huître et les plaideurs. L'huître et les plaideurs. Est-ce que vous la connaissez? Non. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est qu'une huître? Un coquillage. Un coquillage. Exactement. Non, je peux pas manger ça, ça rend malade. Ça rend malade, madame. Puis c'est grand comment une huître? Montrez-moi. Ça ressemble à quoi une huître? Montrez-moi. C'est grand comme ça une huître? Non, beaucoup plus petit. Voilà, c'est un peu comme ça. Ah, ça c'est une grosse huître, monsieur. Ça alors, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver parfois dans des huîtres? Des perles. Les perles. Ouais, Des perles, exact. exact. Oui, des perles, exactement. Et donc, on s'aperçoit qu'une huître, c'est finalement quelque chose qui est lié, qui est assez précieux. Déjà, ce premier mot, on découvre pas mal de choses. Et des plaideurs, qu'est-ce que c'est que des plaideurs? Quand on va au tribunal. Les avocats. Exactement. Ah, les avocats plaident. D'accord. Quand on va au tribunal, on... Coupable ou non coupable. Exactement. On plaide coupable ou non coupable, ok? C'est ça, un plaideur. C'est des gens qui vont devant un tribunal et puis chacun plaide sa cause. Donc, on a d'un côté le titre une huître et de l'autre côté des plaideurs. Alors, on commence l'histoire. Vous êtes d'accord? Oui. L'huître et les plaideurs. Un jour, 2 pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter.
Pourquoi vous faites ça, monsieur? Comme ça, parce que Vous avez... bien faire des trucs qui vont avec la mer, des choses comme ça. C'est fabuleux. Monsieur, vous avez senti exactement ce que moi j'ai ressenti. Quand je lis cette phrase, j'entends la mer qui avance et qui se recule. Et vous l'avez entendu immédiatement. Monsieur, vous m'avez dit que vous étiez un peu musicien. Oui. La Fontaine, c'est de la musique avec des mots. C'est fabuleux. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent, on entend la mer qui arrive. Une huître que le flot y venait d'apporter. La mer se retire. Merveilleux. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Un jour, il y a deux pèlerins. C'est quoi des pèlerins? Des pèlerins. C'est des nomades. C'est des nomades, c'est des marcheurs. C'est des marcheurs, oui, Ouais. qui vont où généralement? Des pèlerins, qu'est-ce qu'ils font? Le pèlerin, c'est pour aller adorer un dieu ou... C'est pour aller prier généralement. On fait un pèlerinage. Qu'est-ce qu'il y a comme pèlerinage célèbre? Où est-ce qu'il y a pèlerinage? Bah, dans les églises. Oui, on peut aller dans une église, on peut aller en pèlerinage à Compostelle, on peut aller en pèlerinage à la Mecque. Comment on y va comment? En marchant. En marchant. Et qu'est-ce qu'ils ont souvent les pèlerins? Aussi en Des bâtons. Indonésie. Le bâton du pèlerin. Donc, il y a deux pèlerins qui marchent. On imagine qu'ils marchent peut-être depuis des jours et des jours, voire des semaines et des mois. Et tout d'un coup, sur la plage, qu'est-ce qu'ils rencontrent sur le sable? Une huître. Combien d'huîtres? Une. Il y a combien de pèlerins? Deux. Ah! Deux pères. Il l'avale des yeux, du doigt, il se la montre. Comprenez? La première chose qu'ils font, c'est quoi? Il la regarde. Ils la regardent, ils l'avalent avec les yeux. J'imagine que vous avez tous des plats préférés ou des desserts préférés. Quels sont vos desserts préférés? Mademoiselle, vous avez un dessert préféré? Des fraises. Des fraises. Est-ce qu'il vous arrive des fois de manger les fraises avec les yeux avant de les croquer? Oui. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous imaginez, les deux, ils sont là, tac, ils l'avalent, et puis après, ils la montrent du doigt. Vous voyez la scène? C'est fabuleux, non? Avec quelques mots, La Fontaine est un peintre. Il nous fait je suis sûr, vous êtes une dizaine, on a tous, dans notre tête, le paysage qui est en train de se dessiner. À l'égard de la dent, il fallut contester. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Bon, ils sont deux, puis ils veulent la gober tous les deux. Oui, ils veulent la gober tous les deux. Donc, quel est le problème? Ça veut dire quoi? À l'égard de la dent, qu'est-ce qu'on fait avec les dents? On l'a croqué. On croque, on mange. On mange. Donc, le problème, c'est pas de l'avaler des yeux. Est-ce que c'est de la montrer du doigt? Non. Non plus. Mais pour la dent, le problème, c'est de la manger. Oui, c'est ça. À l'égard de la dent, il fallut contester, ça veut dire ils vont se disputer pour la manger. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. Donc ils sont les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui va faire quoi? Exactement. Il la pousse. L'un, il se baisse pour ramasser, pour prendre quoi? Qu'est-ce qu'il va prendre? L'huître, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre le pousse et dit, il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Entend. Bah, le plaisir de la manger. Oui, il faut. Et il le pousse, puis il dit, attends. Il faut d'abord qu'on détermine lequel de nous deux aura le bonheur De manger la huître. de manger l'huître. Voilà. Mais pourquoi ils ne partagent pas l'huître? Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. On ne peut pas partager une huître? Non. Si, normalement, C'est un peu compliqué, hein? pas compliqué, c'est vrai. Partager une huître, c'est pas facile. Donc là, il y a vraiment un problème. Donc, partager une huître. Partager une huître, t'as déjà bon, essayé de la couper avec un couteau. Il y en a un qui pourrait manger l'huître et puis l'autre qui pourrait avoir la coquille. Mais est-ce que c'est un partage très équitable? Et puis après, elle se casse les dents. Ouais, c'est peut-être pas terrible. Donc on voit qu'il y a un problème. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. Exactement, c'est ça. Gober. Ça veut dire quoi, gober? C'est la vallée. Oui, on avale tout rond. Très bien. Quand on prend une huître, on la prend. On ne sait pas qu'on fait. On la prend puis on la mâchouille pas. On la croque pas. On la gobe. Le premier qui a pu l'apercevoir, le premier qui a vu l'huître, il aura le droit de la manger et en plus, il aura le droit de se faire regarder par l'autre.
Vous comprenez? Vous parliez, mademoiselle, vous disiez que vous adoriez les fraises. Imaginez si vous avez vos fraises comme ça, puis qu'il y a quelqu'un qui vient et que vous lui mangez les fraises sous le nez. L'autre, il vous regarde, il va se dire « Ah, j'aimerais bien un petit peu. Hein » Est-ce que c'est sympathique? Non. C'est pas très sympathique, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce que propose ce monsieur? C'est juste ou pas? Le premier qu'il a vu a droit à l'huître. Non. Hein? Oui ou non? Oui. C'est pas mal, c'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est déjà une idée. Alors on va voir ce qu'ils vont faire. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Donc l'autre lui répond, attends, si c'est ça la règle, moi aussi je vois bien, hein? Puis je l'ai... Hein? Attention, oh. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se disputaient. Ils se disputent, et qu'est-ce qu'ils disent? À savoir qui est le premier à avoir. L'autre dit qu'il est le premier et l'autre dit que c'est lui le premier. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se disputent. Et ils se disputent effectivement à savoir qui l'a vu la première, parce qu'ils disent, ça c'est la règle, celui qui l'a vu le premier, il aura le droit de manger. Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. Ah! C'est vrai, on est au bord de la mer. Vous sentez la mer, là? Vous sentez? Sentez. Vous sentez l'huître? Vous la sentez ou pas? Oui. Voilà, elle est là, non? Bon, alors, qu'est-ce qui compte? Celui qui l'a vu ou celui qui l'a senti en premier? Celui qui l'a senti. Celui qui l'a senti. Alors, pourquoi, monsieur? Parce que déjà de l'heure, on sent la mer et puis les huîtres. Ah, vous croyez que... Donc l'odorat vient avant la vue. Donc, ce serait à celui qui l'a senti d'avoir l'huître? Ben, si on va sur cette base, moi je suis pour celui qui a senti. Oui, mais qui a dit qu'on allait sur cette base, monsieur? Hein? Qui fixe les règles ici? C'est vous? On est en train de parler de... On peut voter. Oui, Ouais, on peut voter. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y a combien de personnes? deux. Donc, on voit que ce sera difficile de départager nos deux bonshommes. Dans prochaine balance. Oui, donc, voilà une histoire qui est décidément compliquée, hein. Pendant tout ce bel incident, Perrin-Dandin arrive, ils le prennent pour juge. Alors, Perrin-Dandin, c'était un personnage d'un livre d'un monsieur qui s'appelait Rabelais, qui a écrit beaucoup d'histoires assez amusantes. Et Perrin-Dandin, c'était un personnage qui se faisait passer pour juge et qui profitait des situations pour y gagner quelque chose. Vous imaginez, la plage est déserte, il y a nos deux marcheurs qui sont là, et tout d'un coup, il y a un troisième personnage qui arrive. Vous disiez tout à l'heure, on va voter. Eh bien, ils se disent, on va prendre un arbitre. Perrin, fort gravement, donc on voit que la situation est sérieuse, hein, là, il n'est pas là pour rigoler. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Elles sont grosses, vos huîtres, monsieur. C'est formidable. Alors, Perrin, fort gravement, ouvre l'huître. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il la gruge. Ça veut dire quoi? Il la gobe. Il la gobe. Et les deux le regardent. Vous imaginez avec quel regard? Faites-moi la tête des deux messieurs qui regardent l'huître, qui regardent Perrin-Dandin manger l'huître. Faites-moi la tête de ces deux messieurs. Bah, surpris, quoi. Étonné. Plus encore, plus quoi? Plus quoi? Déçu. Voilà. Horrifié. Ouais. Tétanisé, je sais pas. Ouais, ça doit être... Vous imaginez? Ils leur mangent sous le nez leur trésor. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Donc Perrin-Dandin, une fois qu'il a terminé son repas, il va parler comme s'il était le président du tribunal. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille. Sans dépend, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il donne à moitié à chacun. Une moitié de quoi? Il donne D'écaille. une écaille. Il la donne une à celui qui l'a senti, prend une autre écaille, il la donne à celui qui l'a vu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ça ne vous coûte rien. Je ne vous facture rien. Pour mon jugement, c'est gratuit aujourd'hui. C'est gratuit. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qui est bien, madame? Faire la paix. Faire la paix, c'est bien. Oui, mais pourquoi ils font la paix? Il n'y a plus de trésor. Il n'y a plus de trésor. Ah! Donc,
le trésor, c'est la guerre. Avant, parce que... Oui, Le trésor, c'est la guerre. l'huître, mais comme il n'y a plus l'huître, Il n'y a plus d'huîtres. il n'y a plus d'huître, il n'y a plus de trésor. Donc, Ils peuvent plus se fâcher. Donc ils peuvent plus se discuter, disputer. ils n'ont plus de raison de se fâcher. Bah non. Mais donc, alors finalement, le juge était bon? Oui. Il était bon, mais attendez, mais est-ce que le juge avait plus droit que les deux autres à cette huître? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi vous dites pas du tout, monsieur? Il s'est pris plaisir de bouffer le truc laissé les autres. Et il s'est pris plaisir devant deux types qu'il regardait avec la Sur langue marché pendante. pendant des jours et Donc des le jours. plaisir devait être doublé. Vous imaginez? Donc est-ce que c'est un bon juge? Non. Attendez, il faudrait savoir. Vous m'avez dit que c'était un bon juge. Vous m'avez dit que c'était un bon juge. Et vous avez raison. Parce que quelque part, grâce à lui, nos deux pèlerins vont pouvoir faire quoi? Continuer la marche. la route. Continuer le pèlerinage en paix. Voilà. Oui, c'est au pas. Mais d'un autre côté, Ouais, t'es pas tellement sympa. avec lui. non. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Si vous étiez le troisième personnage qui arrive, À partager, qu'est-ce que vous faites? Moi, à mon avis, on allait garder l'huître, Ouais. continuer la route. Oui. Et puis, il se peut qu'en cours de route, on aurait autre chose de plus. Ça allait faire deux, et puis on allait se partager en ce moment. Ah, voilà une idée intéressante. On aurait pu dire, c'est peut-être un coin à huîtres. Peut-être qu'on va en Ben oui, retrouver on est d'autres. sur Et la puis... plage, donc du coup, il se peut qu'on en trouve d'autres devant. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre encore? Partager. Mais non, partager, on ne peut pas partager une On peut huître. pas partager Vous une imaginez? huître. C'est très difficile. C'est gluant, c'est très très difficile. Mais ils auraient pu, à la rigueur, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu prendre l'huître puis la rejeter à la mer. Et comme ça, Mais aussi, personne ne l'avait. Ouais. Le foot dans l'eau. Donc, est-ce que vous avez tout compris dans cette fable? Oui. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, comme on l'a fait maintenant, on peut les dire, et puis on peut aussi les réciter. Ça veut dire quoi, réciter? Réciter, c'est apprendre quelque chose de par cœur puis le dire après. Exactement. On l'a dans le cœur, par cœur. Le mot par cœur, ça veut dire qu'on l'a dans le cœur. L'huître et les plaideurs. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Il l'avale des yeux, du doigt il se la montre. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépens, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Et c'est signé Jean de la Fontaine. Bravo. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Pourquoi vous l'avez aimé? Le juge. Ah, vous avez aimé le juge? Pourquoi vous avez aimé le juge, madame? Parce qu'ils ont bagarré les deux. Oui. Donc, quelque part, là, grâce à ce juge, la paix est revenue. Et on peut imaginer que nos deux pèlerins vont pouvoir continuer leur marche en paix, avec leurs bâtons, sur le sable, en écoutant la mer chanter. Ouais. Et peut-être qu'ils trouveront d'autres huîtres. Bah oui. Alors, ici, j'ai le poster de la fable en très grand. Géant. Et ici, je l'ai en petit. Est-ce que par hasard, vous la voudriez? Non. Ah, alors madame, en voilà une, en voilà deux, voilà, voilà, monsieur, voilà. Eh bien, mes chers amis, qu'en paix,
chacun chez soi s'en aille. À bientôt. Au revoir. Ça vous a plu? Oui. Beaucoup. Tant mieux. Eh bien, maintenant, nous allons avoir le privilège et le bonheur d'accueillir donc M. Bettinarditi, qui va nous faire un petit discours intitulé « La Fontaine, c'est maintenant ». La Fontaine est-il contemporain? Pour ma part, mon premier contact avec le poète a été ancré dans la contemporanéité la plus radicale. Ce contact remonte à la fin des années 80. C'était une période où j'étais très actif dans les affaires et où les affaires étaient, à mon égard, très douces, trop douces, injustement douces. Et j'avais l'angoisse en voyant autour de moi d'autres collègues qui également étaient, comme on le dit, gâtés par le destin. J'avais l'angoisse de devenir encore plus vaniteux que la nature ne m'a fait. Tant il est vrai que la vanité est, lorsqu'on s'occupe d'affaires ou lorsqu'on s'occupe de n'importe quoi, le pire des maux. Et je lisais La Fontaine. Je lisais et relisais La Fontaine tous les jours. J'avais les fables de La Fontaine sur mon bureau, au bureau, pas chez moi à la maison. Et au bureau, chaque jour, j'ouvrais le volume des fables, c'était le volume de la Pléiade, et j'en lisais 2 ou 3 au hasard. Avant de prendre une décision importante, je faisais la même chose. Au hasard, j'essayais de chercher ce que l'apologue sur lequel je tombais pouvait m'apporter de sagesse et surtout d'humilité. J'en étais là lorsqu'un jour, au début du mois de juin 1992, l'Université de Genève m'a fait la grâce de m'inviter à son Dies Academicus. À l'époque, l'université attribuait chaque année 7 doctorats honoris causa, un par faculté. Après la remise des diplômes, il y avait un dîner qui est organisé au CMU où 7 grandes tables avaient été aménagées et à chacune de ces tables se trouvait l'un des 7 docteurs honoris causa. Je n'en étais pas, bien entendu. Je cherche ma place, je la trouve, j'attends, les mains posées sur le dossier de mon siège, et vient à mon côté un monsieur que je ne connaissais pas et qui me dit « Êtes-vous notre docteur honoris causa ?» Je lui réponds du tac au tac. Les 2 premiers vers d'une fable qui a été citée tout à l'heure, L'âne et le petit chien, et qui disent ceci: ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Et la personne qui était à ma gauche éclate de rire, c'était Michel Jeanneret, grand professeur de lettres à l'Université de Genève, mais aussi à la Sorbonne, à Harvard, à Stanford, et l'un des grands spécialistes mondiaux de La Fontaine. C'était le début d'une très très grande amitié qui dure jusqu'à ce jour et qui, au fil des ans, s'est renforcée, s'est épaissie, s'est enrichie, et en 1995, Michel Jeanneret organise un colloque à l'occasion du tricentenaire
de la mort de La Fontaine et m'invite à m'exprimer. Je lui dis, je ne suis pas professeur de lettres, je ne suis pas savant. Il me dit, les autres le seront, mais tu donneras ta lecture simple et directe du poète, celle de l'honnête homme. Ce que j'ai fait, et c'est vrai qu'à cette occasion, comme le rappelait, ou plutôt il faisait une allusion indirecte, Nicolas du Cimetière tout à l'heure, je tombe sur une fable intitulée « De l'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune », où il me semble que La Fontaine se montre quand même, à l'égard du commerçant, qui est le personnage central de cette fable, un brin injuste. Et je creuse, et je trouve que ça lui arrive de temps en temps d'avoir quand même une morale, disons, un peu trop souple. Michel Jeanneret, avec audace et confiance, m'autorise, et je ne sais plus du reste de qui était la paternité du titre de mon intervention, était-ce de lui, était-ce de moi, je ne sais plus, mais néanmoins il m'autorise à avoir comme titre pour cette présentation, qui était à l'Aula de l'université, La Fontaine, fabuliste infréquentable. La présentation a eu du succès, elle laissait entrevoir quand même un grand amour, de temps en temps déçu, comme souvent les grands amours, mais enfin, un grand amour quand même, et certainement beaucoup de respect. Et de ce texte, j'ai fait mon premier livre, auquel faisait référence tout à l'heure Nicolas, qui est Mon cher Jean, de la cigale à la fracture sociale. C'est ainsi donc, dans le cadre de ce qu'il y a de plus radicalement contemporain, c'est-à-dire les affaires, que je suis arrivé à La Fontaine. Si je suis arrivé, c'était principalement pour cette caractéristique de La Fontaine qui est on ne peut plus contemporaine, mais je dirais c'est vraiment celle qui est éternelle, c'est le rappel à l'humilité. On a toujours besoin de se référer aux grands poètes, aux grands écrivains, aux grands philosophes qui nous ramènent à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est avoir les pieds sur terre. Et qu'est-ce que c'est que la terre? C'est l'humus, c'est-à-dire c'est l'humilité. Il y a dans l'ensemble des fables de La Fontaine, évidemment, des bijoux. C'était mes pierres précieuses quand je m'occupais d'affaires. C'était ces fables que je lisais et relisais, que je connaissais absolument par cœur, et je me les récitais à moi-même en silence dans de nombreuses occasions où je devais prendre une décision, signer un contrat, acheter, vendre, trancher. L'une, par exemple, c'est les deux coqs, une merveille. Deux coqs vivaient en paix, une poule sur 20, et voilà la guerre allumée. Il n'y a que La Fontaine pour pouvoir raconter les choses de cette façon. Longtemps entre nos coqs, le combat se maintint, et puis plus loin il dit « Le vaincu disparut, il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il devient jaloux, le coq qui n'a pas été retenu par la poule. Il s'arme d'une jalousie rage. Et La Fontaine qui dit « Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'angle du vautour. La fortune se plaît à faire de ses coups, conclut La Fontaine, tout vainqueur insolent à sa perte travail. J'ai dû me répéter ce vers 1000 fois. Tout vainqueur insolent à sa perte de travail. Défions-nous du sort et prenons garde à nous,
après le gain d'une bataille. Il y a d'autres fables qui nous ramènent à l'humilité. Il y a le laboureur et ses enfants, que chacun connaît. Évidemment, le corbeau et le renard. L'imbécilité du corbeau vaniteux qui perd tout son fromage. Et puis, il y a ce chef-d'œuvre qui est probablement celle que j'ai retenue le plus de toutes les fables, qui est le héron. Le héron qui refuse une nourriture, et puis une autre un peu plus modeste, et puis une autre finalement. Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. La fin le prit, fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Et La Fontaine de dire, et ce mot, il est gravé en moi pour toujours. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. J'ai coupé des négociations je ne sais combien de fois en cédant, parce que j'avais mon compte, et que chacun a le droit de vivre. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles, on hasarde de perdre en voulant trop gagner. Cet aspect de La Fontaine, ce rappel à l'humilité, c'est évidemment un aspect éternel. Et je veux dire quand même quelques mots d'autres dimensions du poète qui le rendent aujourd'hui encore plus actuel et contemporain qu'hier. Je veux dire aujourd'hui par comparaison à, par exemple, 1995, il n'y a que 23 ans qui nous séparent, mais dans ces 23 ans, que de changements dans notre société et en particulier dans les modes de communication. Et donc toute la question de la facilité que nous offrent les réseaux, l'électronique, la rapidité de l'Internet sont évidemment des bienfaits, mais ils ont aussi un prix qui accompagne leurs bienfaits. Dans notre monde globalisé, il y a aujourd'hui, par rapport à la langue, un rapport qui se dégrade. Et ce rapport se dégrade, entre autres, parce que la question du par cœur n'est plus d'actualité. N'est-ce pas? Le par cœur est méprisé puisque nous avons tout dans une toute petite boîte qui s'appelle iPhone, grâce à laquelle on peut accéder à tous les savoirs. Simplement, on n'en a pas le même rapport avec eux. Et j'ai récemment, pour l'écriture de ce roman, Carnaval Noir, étudié Boès. Boès a écrit son plus beau texte, le philosophe latin Boès a écrit son plus beau texte, et probablement l'un des plus beaux textes jamais écrits sur la philosophie, intitulé La consolation de philosophie, en prison, avant qu'on ne l'exécute, en prison où il n'avait accès à aucune documentation. Et s'il a pu écrire ce texte et s'élever lui-même et atteindre une spiritualité je dirais, merveilleuse, c'est parce qu'il connaissait tous ces classiques par cœur. Il les avait en lui. Et il y a deux éditions de Boès. L'une est préfacée par Marc Fumaroli et l'autre par Jean-Yves Tilliette, qui est professeur de latin médiéval à l'Université de Genève. Et l'une et l'autre de ces préfaces, qui sont toutes les deux des petits chefs-d'œuvre, reviennent sur l'importance du par cœur. Ce que vous disiez tout à l'heure est très important. Ces fables sont faites pour être apprises par cœur et récitées. Et c'est en les récitant que véritablement on rend justice à La Fontaine.
il y a dans La Fontaine quelque chose qui est caché, qui m'a, pour tout vous dire, échappé quand je l'ai étudié il y a une vingtaine d'années. Cela m'a échappé, je n'étais pas assez attentif au fait que La Fontaine est en définitive un mélangeur de culture, parce que toute sa forme, c'est bien évidemment le grand XVIIe. C'est la plus belle langue qui existe. Le vers dans le Héron qui dit « L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour », ce vers est l'un des plus beaux vers qui ait jamais été écrit dans la langue française. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. On voit devant soi la rivière, on la voit scintiller. Donc il était évidemment le grand poète XVIIemiste, mais où est-ce qu'il a été chercher son inspiration? Il a été en Orient. Là où il y a la sagesse millénaire. Il a puisé chez les anciens d'Orient, et c'est la raison pour laquelle je dois dire que quand j'ai écrit ce livre, il y a quelque chose de lui qui m'a échappé. Et j'ai été un peu rapide dans mes conclusions, j'aurais dû me montrer plus finaux. Mais enfin, c'est fait, on ne m'a pas demandé de faire une deuxième édition, et de toute façon, je ne la ferai pas. Mais c'est vrai qu'il a cette dimension. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit ce qui se passe dans le monde, les problèmes que chacun de nous connaît, et qui sont des problèmes de mélange de civilisations, soit que ce soit des mélanges qui ne sont pas souhaités par beaucoup, c'est-à-dire ce qui se passe en Europe avec les migrants, soit des effacements de civilisations qui, durant longtemps, cohabitaient en paix, et je pense évidemment au Moyen-Orient. Eh bien, le regard de La Fontaine vient comme une source de sagesse extraordinaire. Je voudrais enfin, ce sera là où je vais m'arrêter, vous dire un scoop et remercier très chaleureusement la Fondation Bodmer et en particulier Nicolas, mon ami, de me donner l'opportunité de vous livrer ce scoop alors que l'équité voudrait que ce soit lui qui le fasse. Il y a dans le Preciosa, c'est-à-dire la chambre forte de la Fondation Bodmer, une fable manuscrite de La Fontaine qui a été découverte cet été, cachée dans la reliure d'un texte du XVIe siècle. Et cette fable, personne n'en a encore parlé, mais elle sera publiée, elle sera dévoilée, il y aura certainement un événement à cet égard. Cette fable a été retrouvée dans un livre qui appartenait à la bibliothèque de Jacques-Étienne Duplessis, qui était un Québécois du XVIIIe siècle, grand bibliophile, lui-même auteur d'une monographie sur La Fontaine, et qui a caché cette fable. Pourquoi? On peut s'interroger. Jacques Duplessis était un savant, mais c'était aussi quelqu'un dont on disait qu'il était d'un caractère très difficile. Et vraisemblablement, à la lecture de cette fable, qui faisait partie de sa collection, il n'a pas osé la montrer tant elle l'aurait révélée. Et il n'a pas osé la détruire tant il aimait La Fontaine. Cette fable est ici, je l'ai transcrite, je vous la lis. Elle s'intitule « Le chevalier et l'homme replé ». Un jour qu'il s'en allait rejoindre une dulcinée, un chevalier de ma connaissance, grand, beau, bien fait, plein d'aisance,
impétueux aussi, quelquefois malcommode, emprunte un trottoir étroit et peu commode. Il marchait d'un pas vif, dans un style, dirons-nous, un brin impératif. Voilà que notre élégant, pressé, je l'ai dit, se trouve nez à nez avec un brave homme qui, comme lui, avait choisi d'emprunter le même trottoir, si ce n'est qu'il circulait dans le sens opposé. L'un devait céder, la place manquée pour deux. Notre brave homme avait l'embonpoint généreux. Que fit notre élégant face à ce contretemps? Descendre, contourner l'homme, céder, s'humilier en somme. Il se dresse, fait le beau, monte sur ses ergots. Quel est donc ce manant qui me fait perdre mon temps? Sachez, monsieur, lui dit-il, que devant un imbécile, je ne cède jamais. Quiconque vous le dirait. Voilà qui nous sépare, lui répond l'homme replé en quittant le trottoir. Devant un imbécile, rien ne m'est plus facile que de céder toujours. Je le fais tous les jours. Chacun mérite respect. Qui veut sans cesse faire le malin se verra, tôt ou tard, crétin. Je vous remercie.